Bonsoir à tous, bienvenue au lundi du Muséum. On est ravis de vous accueillir ce soir pour vous inviter dans une thématique en lien avec l'exposition Désert. Pour commencer, on va faire un rapide sondage. Qui a déjà pu visiter l'exposition Désert ? Très bien. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, n'hésitez pas, elle sera visible jusqu'à fin novembre. Et vous pourrez découvrir également les œuvres de Sylvain Jaronson que je vais vous présenter. Et ce soir, nous allons parler de la thématique de comment se forment les déserts. Je tiens en préambule à excuser Maëlle Crépy qui n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons organisationnelles liées au fonctionnement actuel du muséum. Mais sachez que nous avons la chaîne YouTube du muséum où Maëlle est intervenu en avril et il a consacré toute une conférence sur cette thématique. Donc je vous invite aussi à redécouvrir ces moments de partage. Pour introduire aussi cette rencontre, je vais présenter nos deux intervenants. Guillaume Lecointre, ici présent, donc professeur du Muséum national d'histoire naturelle, enseignant-chercheur en zoologie et systématique. À sa gauche, Sylvain Jaronson, qui nous fait également le plaisir d'être parmi nous ce soir, artiste peintre, diplômé de l'École nationale de danse de l'Opéra de Paris et d'un master de morphogénèse phylogénétique du muséum. Donc on sent déjà un peu le grain et le lien avec le muséum. Et depuis 2016, Sylvain se consacre pleinement à la peinture et ses œuvres sont inspirées de ce parcours pluridisciplinaire. Pour introduire cette rencontre, je vais inviter Véronique Roy, chargée de mission Art-Sciences au Muséum national d'histoire naturelle, pour nous resituer un petit peu cette thématique Art-Sciences au muséum et surtout la genèse de ce projet. Et je pense que ça mérite des applaudissements. Voilà. Merci Anne-Lise et merci aussi à chacun de vous d'être présent ce soir pour ce moment de rencontre et de partage et de découverte. Donc mon rôle, oui, effectivement, était à la fois un pont et un catalyseur, un pont entre les artistes et les scientifiques et un catalyseur pour développer des projets où l'art et la science se rencontrent, dialoguent et parfois se confrontent et se défient. Concrètement, cela consiste à faire le lien entre les artistes, des artistes venus d'horizons et de disciplines très variées, et la richesse scientifique et patrimoniale de notre institution. Ce n'est pas uniquement de l'art contemporain, j'accueille souvent des créateurs de tout médium, des écrivains, évidemment des plasticiens et aussi des musiciens. Et j'essaie de construire avec eux des projets qui ouvrent un nouveau regard sur la nature, sur le monde, et en puisant dans l'immense potentiel que représentent l'art et la science. Cela passe parfois par des cartes blanches, hein, comme celle confiée à Anki Bilal lors de notre programmation aux frontières de l'humain au Musée de l'Homme il y a maintenant 2 ou 3 ans, tantôt par le développement de résidences d'artistes et ou par la mise en place de programmes plus originaux comme le Muséum littéraire, qui est un concours international de nouvelles, ou également aussi des ateliers d'écriture par des écrivains connus, reconnus dans des collèges et lycées d'Île-de-France. Avec Sylvain, la collaboration a commencé différemment. C'est lui qui nous a approchés avec un projet de peinture et ce qui devait être une simple proposition d'exposition d'œuvres déjà existantes s'est transformé en une aventure commune et une véritable première fois pour une exposition de peinture dans ce lieu emblématique qu'est la Galerie de l'Évolution. Alors, cette volonté de tisser des liens se traduit notamment par ce que nous appelons ici l'art-science. Au muséum, l'art-science s'est défini, nous avons essayé de définir, comme l'ensemble des œuvres artistiques produites, quel que soit le médium et la pratique, qui sollicitent, interrogent ou diffusent des connaissances scientifiques,
ainsi que leur processus de recherche et leurs techniques. L'art-science est, à mon sens, bel et bien un mouvement artistique qui est né au début des années 2000, porté d'abord par des musées d'art contemporain, et puis adopté par des institutions scientifiques, éducatives ou culturelles. Je pense par exemple au Théâtre de la Ville ou au Théâtre de la Reine Blanche, que vous devez connaître. Alors les historiens de l'art, eux, hésitent encore à théoriser ce courant, comme s'il y avait une réticence à assumer ce mélange. Pourtant, l'art et la science ne se mélangent pas du tout, ils dialoguent. Historiquement, évidemment, cette hybridation est aussi inscrite dans notre ADN au Muséum. Pensons aux dessins scientifiques et naturalistes, compagnons de route des grands explorateurs-chercheurs depuis plus de 400 ans d'existence du Muséum, et à notre extraordinaire patrimoine artistique, dont notre collection de Vélin. Au Muséum, nous nous sommes donnés pour mission d'encourager un nouveau type de dialogue à l'heure où l'histoire naturelle a tant à dire et à défendre dans nos sociétés. Nous constatons en effet que l'art-science permet de sensibiliser, de toucher des publics, un public pas nécessairement intéressé par la science, là où les discours seuls ne suffisent plus. Et c'est dans cet esprit qu'a débuté notre collaboration avec Silver. Au printemps 2022, il nous adresse un projet de peinture pour la galerie d'anatomie comparée et de paléontologie qu'il avait intitulé « Peinture fossile ». La surprise fut immédiate. Son abstraction contrastait évidemment avec notre tradition figurative, très descriptive, naturaliste. Mais cette abstraction minérale, stratifiée, faisait directement écho à l'univers de nos collections et à l'idée même de la mémoire terrestre et du temps long que nous portons ici. Et la deuxième surprise, évidemment, c'est son parcours singulier. Tout d'abord danseur, puis de formation biologiste, et enfin peintre. Dès la première visite dans son atelier, il était évident que même si le projet qu'il nous présentait n'était pas forcément destiné à s'intégrer immédiatement dans notre programmation, il y avait une affinité forte avec la thématique des déserts et à laquelle, à cette époque, nous réfléchissions évidemment pour notre grande exposition. Il aura fallu à peu près un an de maturation, de dialogue, pour construire ensemble et pour aboutir à un projet que nous avons proposé donc à notre comité de programmation, puis enfin une autre année pour la création des 8 grands formats exposés aujourd'hui. Et durant tout ce processus, le Muséum a accompagné Silver. Évidemment, nous l'avons assommé de bibliographie d'abord. Ensuite, nous lui avons fait faire de très nombreuses visites de collection et enfin des échanges intenses avec les équipes scientifiques de l'exposition et les scientifiques eux-mêmes. Et parmi eux, Guillaume Lecointre, qui a apporté son éclairage sur les notions de hasard, de nécessité et d'évolution, évidemment, qui sont autant de questions que soulèvent les déserts, mais aussi la démarche artistique propre de Silver. Et enfin, Maëlle Crépy, comme l'a évoqué Anne-Lise, qui a partagé son expertise sur la formation, la géomorphologie, l'origine de ces formes dans ces environnements fascinants. Et c'est ainsi que ce double accompagnement artistique et scientifique a permis d'ancrer le travail de Silver dans une forme de résonance profonde avec les enjeux et les savoirs portés par le Muséum. Enfin, pour conclure, Silver, avec son approche à la fois rigoureuse et poétique, nous rappelle que l'art-science n'est pas une simple juxtaposition de disciplines. C'est un langage à part entière, capable de toucher notre sensibilité tout en éveillant notre curiosité. Et dans ses œuvres, nous sentons la force évocatrice de la matière, de la lumière, qui interroge aussi l'absence de figures humaines. Peut-être en dira-t-il quelque chose. Une profondeur qui invite à l'interprétation et au voyage dans le réel et dans l'imaginaire. Et il faut la vivre comme une expérience sensible des déserts. Et à cet effet, peut-être peux-tu nous dire, Silver, comment tu abordes ton processus de création? Bonsoir.
Merci beaucoup Véronique pour cette introduction. Effectivement, bon, j'ai un parcours qui est, on l'a dit, assez singulier, c'était déjà très bien résumé, donc je ne vais pas forcément revenir beaucoup dessus, mais il y a cette peut-être particularité d'un parcours à la fois en tant que danseur, j'étais à l'Opéra de Paris, danseur classique, qui ensuite est devenu un parcours d'étudiant en biologie, ce qui peut paraître, alors déjà à l'époque où j'étais étudiant, ça soulevait quelques interrogations, j'avais en réalité la certitude qu'il y avait une voie à suivre et que tout ça n'était pas nécessairement incohérent, et finalement la peinture a été peut-être ce qui a réuni ces deux domaines qui peuvent sembler différents, mais qui en réalité, je pense, ont beaucoup à voir. Et donc, intrinsèquement, dès mon plus jeune âge, j'étais dans une démarche qui était effectivement ce qu'on appelle maintenant art-science. Et je pense que c'est ça qui peut finalement expliquer la présence de mes œuvres, que apparemment vous êtes nombreux à avoir déjà visité dans la Grande Galerie de l'Évolution et à la sortie de l'exposition des airs. Donc peut-être le plus simple, et c'est peut-être une question d'ailleurs qui est dans l'esprit de beaucoup d'entre vous, c'est de vous expliquer un petit peu comment je m'y prends. Comment je fais ces œuvres. Je pense que vous en avez aperçu certaines juste derrière moi qui étaient projetées juste avant qu'on démarre. Vous avez certainement aussi vu celles qui étaient dans l'exposition, des œuvres qui sont abstraites. Je vais, comme vous les avez a priori déjà vues, m'économiser la difficulté de les décrire à l'oral, ce qui est un exercice absolument terrible pour les peintres. Je ne souhaite à aucun peintre de faire de la radio, c'est épouvantable, parce que c'est évidemment quelque chose qui va un petit peu au-delà des mots et qui est donc très difficile à décrire. Le procédé, parce qu'on va beaucoup parler de procédé, de processus aujourd'hui, c'est quelque chose qui est finalement à la fois très simple dans sa mise en œuvre et relativement, voire très complexe dans ce que ça requiert comme exercice. Je procède toujours à l'horizontale. Donc je pose mes œuvres qui sont tendues sur des châssis à l'horizontale. Peut-être d'ailleurs peut-on projeter, parce qu'il y a une illustration qui va venir juste derrière moi qui permet d'illustrer ça. Et je répands donc à l'horizontale de grandes quantités de peinture liquide. En général, voilà, vous avez l'illustration juste derrière moi, ça c'est dans mon atelier. Cette peinture liquide, en général, je commence avec de la peinture à l'eau, peinture acrylique. Dans un second temps, je travaille avec de la peinture à l'huile. Elle est donc très liquide, donc pour la peinture à l'eau, diluée avec de l'eau. Pour la peinture à l'huile, attention, c'est un piège, c'est pas avec de l'huile, c'est avec de l'essence. Et cette peinture très liquide, je vais simplement la verser, donc la renverser sur la toile. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est vraiment quelque chose qui va être l'ordre du mouvement. Donc là, il y a évidemment un lien avec mon passé de danseur, puisque je vais simplement, donc sans intervenir forcément directement sur la toile, j'utilise très peu d'outils, simplement bouger la toile. Donc, vous voyez, je vous disais que c'était finalement une mise en œuvre assez simple. On penche la toile d'un côté, puis de l'autre, on la soulève, on la passe à la verticale, on la repose, etc. À partir de ce procédé finalement assez essentiel, il va y avoir toute une déclinaison de mouvements qui vont se mettre en œuvre. Je vais jouer sur la viscosité, sur la texture de la matière, sur la vitesse à laquelle je la répands. Est-ce que je la verse simplement ou est-ce que je la projette verticalement, en biais, en gouttelettes, en gros aplats, etc., etc. Et c'est à l'intérieur de cette démarche que finalement vont pouvoir naître énormément de formes et que toute la composition de la toile va pouvoir se créer. Donc il y a vraiment ici l'idée d'une morphogénèse, et d'ailleurs je pense que c'est un sujet sur lequel on va revenir dans un instant. L'idée de la morphogénèse, c'est-à-dire finalement comment avec des mouvements qui sont ceux du corps, on peut comparer au mouvement d'un danseur, parce que vous voyez je manipule, je saisis la toile, parfois on dit que je danse un petit peu avec, comment à partir de ça va se créer une œuvre, et donc le lien entre le mouvement et puis la forme figée qui va venir s'inscrire sur la toile. Évidemment, vous vous en doutez, alors j'ai en plus la fâcheuse manie, moi, d'aimer préférer les grands formats. Vous avez peut-être vu ceux qui sont dans l'exposition, donc en général je fais ça sur de grands formats, donc c'est très physique, c'est très lourd à soulever, etc. Il y a vraiment quelque chose où tout le corps s'implique, et donc ça implique aussi de grandes quantités de peinture, voire de très grandes quantités de peinture. Ça peut être 10 litres, 20 litres, voire 30 litres parfois. Donc je vous laisse un petit peu imaginer ce que c'est que 30 litres d'acrylique répandu à plat quand vous commencez à soulever la toile et à la pencher dans tous les sens. Il y a évidemment une part de maîtrise, je sais à peu près ce que je fais, je sais à peu près où je vais, j'ai évidemment une intention, je sais ce que je veux obtenir, mais il y a évidemment, et ce serait se voiler la face de ne pas le reconnaître, une grande part de hasard. Et c'est évidemment un hasard heureux. Ou pour être plus précis, c'est un hasard qui parfois me désespère parce que parfois ça va complètement dans le décor et je suis obligé de recommencer. Mais c'est aussi ce hasard qui crée toute la démarche artistique, toute la création et qui me permet finalement de découvrir sans cesse de nouvelles choses
très honnêtement, ce que vous avez vu tout à l'heure projeté, je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de créer ça si c'était seulement le fruit de mon imagination. Donc parfois on se dit, heureusement que le hasard joue aussi son rôle. Et donc il y a évidemment toute une relation entre le hasard et la maîtrise qui va se nouer à l'atelier, moi voulant maîtriser ce que je fais parce que j'ai une intention, le hasard qui me propose autre chose, moi qui à partir de ce hasard qui va apparaître sur la toile va m'adapter. Et donc vous voyez là il y a quasiment quelque chose d'une relation un petit peu ambiguë, amour-haine, où je suis à la fois toujours désespéré de voir que ça ne se passe pas comme je le souhaite, et en même temps toujours ravi de me dire heureusement que ça ne se passe pas comme je le souhaite. Donc cette thématique de hasard et maîtrise, je l'avais découvert quand j'étais étudiant en biologie ici. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est amusant, mais j'ai passé mon mémoire de master assis juste là. C'est ici que ça se passe, les rendus de master, donc ça crée des souvenirs. À cette époque, j'avais lu un livre de Jacques Monod qui s'appelle « Le hasard et la nécessité ». Jacques Monod, grand biologiste français des années 70. Alors c'était un ouvrage, je crois, qui était de référence à l'époque, mais qui maintenant est un petit peu daté. Enfin, disons que les connaissances scientifiques, voilà, ont avancé depuis. Et donc ce hasard et nécessité, déjà à l'époque, je peignais en même temps que mes études, hein, donc m'avait beaucoup alerté. Et puis je vais peut-être passer maintenant la parole à Guillaume pour justement revenir sur ce duo entre hasard et nécessité, ou hasard-contrainte, qui joue évidemment un rôle important aussi dans les sciences naturelles. Merci Silver. Oui, en effet, parce que d'abord, la première fois que j'ai vu le travail de Silver, j'ai été stupéfait de ce dont ces images parlaient, en rapport avec l'Expo des Airs, mais pas seulement, en rapport avec les images qu'on peut voir du monde minéral, et puis cette sensation que nous avons en regardant que Silver a joué avec la densité, il a joué avec la texture, il a joué avec la masse, la masse de la peinture, et avec l'attraction terrestre, il a joué finalement. Et ce duo entre hasard et contrainte de la densité, de la pesanteur, on le conceptualise tout de suite quand on regarde, en tout cas le biologiste que je suis le conceptualise tout de suite quand je vois l'œuvre. Ça nous a inspiré, Véronique et moi, immédiatement, je dois dire. Et on s'y retrouve, y compris même dans un désert, parce que, après tout, regardez-le ce désert. Hein. Vous avez, allez, prenons 1 km² de désert. Dans ce kilomètre carré, il y a 357 805 cailloux. Je peux vous expliquer les contraintes pour lesquelles ces cailloux-là sont dans ce désert-là. À l'échelle de la population des cailloux, je peux rendre compte en tant que scientifique des contraintes qui font que ces cailloux sont là. Et puis, si vous changez d'échelle un tout petit peu et que vous arrivez sur cette surface dont je vous parle et que vous butez sur l'un des cailloux, là, c'est marrant, tu as dit amour et haine. Ah, là, je tombe sur un caillou. Oh merde, j'ai failli tomber par terre. Ce caillou, il était là par hasard. À l'échelle du caillou, il est là par hasard. À l'échelle de la population des cailloux, je peux expliquer les contraintes qui rendent compte de la présence de ces cailloux dans le désert. Un désert, il est façonné par le même duo. Vous l'avez compris, tout dépend de l'échelle à laquelle on regarde les choses. Le même duo entre hasard et contrainte. D'ailleurs, on reviendra sur ces histoires d'échelle parce que Silver a, je pense, de belles choses à vous dire sur le côté fractal de son œuvre. Moi, ce qui m'a stupéfié quand je suis allé dans son atelier, c'est que j'ai un choc esthétique sur la toile immense. Je la regarde de loin, c'est beau. Je la regarde d'un peu plus près, c'est beau. Je la regarde encore plus près, c'est encore beau. Et si j'ai une loupe et que je regarde à la loupe, ça, c'est encore magnifique. Comment il fait pour peindre un truc magnifique sur 5 échelles à la fois? Non mais... rendez-vous compte, approchez-vous des tableaux que vous verrez, alors n'y touchez pas, hein, mais approchez-vous, approchez votre œil et vous verrez que c'est magnifique à toutes les échelles. Alors il arrive à jouer avec hasard et contrainte à toutes les échelles, et ça c'est vraiment fantastique. Alors si le hasard finalement n'est qu'une question d'échelle d'observation, on va rejoindre Charles Darwin, on va se dire, bon, bah, alors on qualifie sous le mot hasard l'ensemble des phénomènes dont on n'a pas encore rendu compte des contraintes précises, des déterminations précises, et déterminer un phénomène naturel qui est pourvu d'une cause. Et j'appelle hasard ce phénomène-là dont je n'ai pas encore expliqué la cause, une espèce de boîte noire pour scientifiques, le hasard finalement. C'était un petit peu la conception de Charles Darwin du hasard. Le hasard étant ces phénomènes qui n'ont pas encore reçu d'explication scientifique, à l'échelle où ils se produisent bien sûr.
Et partant de là, vous vous dites, bon, est-ce que Darwin vivait dans le monde de Laplace, c'est-à-dire le physicien, vous savez, Laplace, avec sa fameuse phrase, donnez-moi tous les paramètres initiaux de l'univers. L'ambition du physicien, finalement, c'est d'élucider toutes les explications causales, toutes les relations de cause à effet qui font que si vous me donnez les conditions initiales du départ, je vais pouvoir vous prédire la totalité des événements qui vont survenir. Et ce qu'on appelle hasard là-dedans, c'est parce que nous sommes impuissants à expliquer la totalité des causes de tous les phénomènes qui se produisent à toutes les échelles, que ce soit dans le monde minéral, dans le monde biologique, dans le monde chimique, dans le monde astronomique, etc. Ou alors, ça c'est le monde que j'appelle comment on appelle l'emmental. Non, pas l'emmental, le comté, pardon. Dans le comté, il n'y a pas de trou. Ouais, le comté, c'est compact, le comté. Hein. Quand vous coupez un bout de comté, il n'y a pas de trou dans le comté, toutes les chaînes causales sont reliées entre elles, et normalement, il n'y a pas de hasard. Si j'ai les conditions initiales, j'arrive à prédire les conditions finales. Mais Augustin Cournot, un autre scientifique du XIXe siècle, alors, du siècle suivant, Cournot, lui, a proposé au contraire que le monde soit de l'emmental. Alors l'image de l'emmental, c'est moi, hein, c'est pas Cournot, c'est parce que j'aime le fromage, c'est tout. Mais dans l'emmental, il y a des trous. C'est-à-dire qu'en fait, vos chaînes causales qui se suivent, qui enchaînent les événements de cause à effet, elles ne sont pas toutes reliées entre elles, elles peuvent être indépendantes de temps en temps, ce qui fait qu'elles peuvent se croiser en certains points qui, par nature, là, foncièrement, sont imprédictibles. Ce serait ce qu'on appellerait un type de hasard qu'on appelle la contingence. Deux chaînes causales qui se rencontrent en un point que je ne peux absolument pas prédire parce que de toute façon les deux chaînes causales sont indépendantes. Alors l'illustration classique de ce truc-là, c'est le coup du pot de fleurs. Vous avez certainement tous entendu cet exemple pédagogique. Quelqu'un sort de chez lui à une heure précise de la matinée pour se rendre à son travail. Le chemin est déterminé, c'est le chemin le plus court entre son domicile et son travail. Il passe à cette heure-là parce qu'il doit pointer au boulot. Je ne sais pas si on pointe encore aujourd'hui, mais bref, il doit se rendre à son travail à une heure fixe qu'a fixé le patron. Et donc tout ça, toute cette chaîne causale, je peux l'expliquer. Et puis un matin, il se prend un pot de fleurs sur la tête. Ah tiens, est-ce que le pot de fleurs est tombé pour viser ce gars-là précisément ? Non, le pot de fleurs, il tombe parce que ce matin-là, quelqu'un qui, au 3e étage de l'immeuble, lavait les vitres, a bousculé sans le faire exprès avec son coude le pot de fleurs, et le pot de fleurs est tombé. Alors on peut, en effet, expliquer la chaîne causale de la raison pour laquelle le pot de fleurs est tombé, bon, mais elle n'aura rien à voir avec la chaîne causale précédente qui expliquait pourquoi ce monsieur se rendait à son travail à cette heure-là. Bref, le point de rencontre entre deux chaînes causales serait foncièrement imprédictible si ces chaînes causales sont indépendantes l'une de l'autre. Et ça serait ce hasard irréductible, selon Cournot, qui habiterait le monde réel. Donc un monde comme de l'emmental ou un monde comme du comté, préférez le monde que vous voulez, je ne vais pas trancher la question. Mais ce que j'aime bien en regardant la peinture de Silver, c'est que ça m'évoque véritablement l'emboîtement des échelles dont je parlais tout à l'heure, des événements qui, à grande échelle, peuvent sembler contraints, peuvent être du hasard à une petite échelle, ou vice-versa d'ailleurs. Et puis, ça parle aux biologistes, pour terminer, ça parle aux biologistes aussi, parce que le duo hasard-contrainte, c'est ce qui structure le vivant, en fait. Là, on va quitter une petite seconde le désert pour rentrer dans le monde biologique et se dire... même s'il y a des êtres vivants dans le désert, bien sûr, hein, mais pour se dire, mais finalement, si les êtres vivants sont relativement réguliers, les chats font des chats, les chiens font des chiens, rappelons-nous qu'ils sont réguliers malgré la variation spontanée permanente du vivant. Il n'y a pas deux personnes dans la salle qui portent le même visage. Ça veut dire qu'il y a de la variation dans les populations de vivants. Cette variation, nous la qualifions de... Enfin, nous, depuis Darwin, on la qualifie de survenant au hasard. Imaginez, bon alors, je vais vous la refaire, hein, la chaîne de Cournot. Hein. Allez, votre maman, elle a raté son train ce jour-là. Elle a couru après le train qu'elle allait rater,
Et puis elle a glissé sur une peau de banane sur le quai de la gare. Elle est tombée par terre, elle a cassé le talon de sa chaussure. Elle s'est blessée, elle s'est fait mal. Il y a un monsieur qui arrivait, qui courait après le même train derrière. Il a ramassé la dame. Madame, vous vous êtes fait mal. Dépêchez-vous, vous allez rater votre train. Le monsieur met la dame dans le. Elle n'aurait pas glissé sur la peau de banane. Vos deux parents ne seraient jamais rencontrés. Puis sans vous dire que si ça n'avait pas été cet ovule-là qui avait été pondu à ce cycle menstruel-là, et puis si ce n'était pas ce spermatozoïde-là parmi des millions qui avait remporté la queue du Mickey, vous n'auriez pas cette tête-là. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque gamète est unique en biologie, rappelez-vous. Donc la tête que vous avez, vous la devez à une sacrée somme de contingences entre nous. Hein. Et puis ces hasards qui se multiplient dans la population, ils fabriquent ce qu'on appelle des malformés, pas des gens, c'est pas encore des gens, mais des êtres vivants qui peut-être n'auront pas la santé requise pour atteindre le stade adulte, ou même pour atteindre seulement à la naissance. Vous savez, chez les humains, seulement la moitié des nidations mène à un bébé qui va naître. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un tas de trucs qui se passent par hasard dans le monde biologique, mais qui sont élagués par des contraintes. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc il y a des variations extrêmes que vous ne voyez pas dans la population, parce que cette population est élaguée en permanence. Nous faisons toujours tous, en tant qu'êtres vivants, beaucoup plus de petits que le milieu ne peut nous soutenir, et ne survivent qu'une partie d'entre eux. Dans le vivant, changer d'échelle, quitter l'échelle individuelle, passer à l'échelle de la population, la mort est la règle, la survie est l'exception. D'accord? Et donc, le duo hasard-contrainte, il joue à plein dans l'explication de la régularité biologique. Le biologique est régulier, les chats font des chats et les chiens font des chiens, non pas parce qu'il y a un programme, il n'y a pas de programme. Ils sont réguliers parce que les irrégularités sont élaguées génération après génération. Alors heureusement, tu n'élagues pas tes peintures. Parfois quand même. Oh. Il y a beaucoup du déchet quand même. Il y a beaucoup de déchets. Voilà, les encombrants à Vitry-sur-Seine, à côté de mon atelier, me connaissent très très bien. Ah, Monsieur Jarrosson, encore les tableaux. Oui, encore les tableaux. Voilà. Mais effectivement, c'est important de le préciser. Il y a cette notion d'élagage, alors qui, dans le cas d'un atelier d'artiste, peut surprendre, mais sans cet élagage, c'est-à-dire cette capacité à se dire. C'est purement personnel, à se dire ce tableau-là, oui, celui-là, non. Celui-ci, je le recouvre, je le reprends, celui-ci, je le garde tel quel. S'il n'y a pas cette partie-là du travail, alors effectivement, c'est seulement du hasard qui s'exprime. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on n'est plus vraiment dans ce duo hasard-contrainte, et c'est en tout cas pas ma conception d'une démarche d'artiste que de se dire simplement, je vais laisser la peinture faire au hasard. Pour moi, ça ne devient intéressant qu'à partir du moment où il y a un regard critique. Alors voilà, dans le cas d'une démarche d'artiste, ça va plus être de l'ordre du regard critique ou du goût, de la volonté personnelle ou de l'appréciation. On n'est pas nécessairement dans une contrainte au sens biologique du terme, mais il y a effectivement ce rapport entre des propositions qui émergent sur le tableau et ensuite une démarche artistique qui va orienter en se disant ça m'intéresse, ça m'intéresse moins, ça je garde, ça je ne garde pas. C'est d'ailleurs à ce niveau-là que se greffe pour moi, dans ma démarche à l'atelier, quelque chose qui est aussi, à mon sens, qui rapproche énormément l'art de la science. C'est vraiment cette démarche professionnelle. En tant que peintre, j'ai assez spontanément, parce que j'étais issu d'une formation scientifique, appliqué à mon travail d'atelier ce qu'on pourrait appeler quasiment, alors je mets quasiment, mais une démarche scientifique. C'est-à-dire que chacune de mes œuvres, une fois terminée, devient un objet d'analyse pour l'œuvre suivante. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tableau? Pourquoi il y a quelque chose qui s'est passé là qui m'intéresse? Est-ce que je serais capable de le reproduire? Je vais émettre des hypothèses. Je pense que si ça s'est passé comme ça sur cette toile, c'est parce que j'avais telle texture, tel degré de dilution dans ma peinture, peut-être qu'il faisait un peu chaud ce jour-là, alors ça s'est figé un peu plus vite, donc ça a créé tel type de matière, etc. Et une fois que je formule ces hypothèses, évidemment, je vais les tester. Alors je vous rassure, c'est assez désespérant comme exercice parce que je tombe à peu près toujours à côté, parce que c'est un système qui est extrêmement complexe. Une œuvre, il y a énormément de couleurs qui ne sont pas nécessairement diluées exactement pareilles. Il y a en plus différents types de peintures, à l'eau, à l'huile, etc., qui vont interagir ensemble. Donc il y a toute la chimie qui intervient. Il y a ensuite les questions de séchage, de température. Il y a énormément de choses, même les marques de peinture entre elles ne réagissent pas pareil. Donc c'est un système qui est ultra complexe avec un nombre de facteurs qui est absolument très, très difficile à appréhender. Donc cette démarche, elle est plus de l'ordre de la réflexion intellectuelle, et c'est une façon pour moi, c'est un moteur pour justement générer l'idée de l'œuvre suivante, pour me forcer finalement à avancer. Ça ne veut pas dire, et heureusement peut-être que je suis capable d'analyser précisément, si vous me demandez quels sont les facteurs scientifiques précis qui ont permis d'obtenir ceci,
Je vais être très honnête avec vous, je ne sais pas. Voilà, c'est venu comme c'est venu. Il y a eu voilà, ce dialogue entre hasard et contrainte, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la démarche scientifique appliquée à l'atelier. Alors j'aimerais bien, Guillaume, te relancer sur un sujet qui est celui de la morphogénèse, un terme qui m'a beaucoup intéressé tout au long de mon parcours, parce qu'il se trouve que c'est un des rares termes qui s'applique tout aussi bien chez les artistes que chez les scientifiques. C'est-à-dire que la morphogénèse est véritablement un sujet pictural sur lequel travaillent beaucoup de peintres, et c'est véritablement un sujet de recherche sur lequel travaillent des scientifiques. C'est aussi un sujet donc, qui m'a intéressé pour cette raison, et qui en plus se situe pour moi justement à la jonction peut-être entre ce qui est l'objet de mon travail, c'est-à-dire le résultat, le tableau, et le processus, c'est-à-dire comment moi je fais à l'atelier pour obtenir ce tableau, ce qui est finalement la question permanente. J'ai une idée, je veux peindre voilà, telle œuvre absolument magnifique pour l'exposition Désert au muséum. J'ai en tête quelque chose d'absolument sublime, comment je fais? Et cette question de j'ai une idée en tête et je dois maintenant en déduire le processus, en essayant d'être au plus proche, et évidemment une part de déception en général quand on met les choses en œuvre, c'est finalement le cœur de mon travail, sachant qu'ensuite les choses peuvent se passer dans l'autre sens. À partir d'un tableau, je peux rétro-pédaler et me dire j'ai obtenu ça, quelle avait été la méthode, comment je m'y étais pris, qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé de telle ou telle manière. Donc il y a là, vous voyez, quelque chose qui est de l'ordre de la jonction d'une part entre ce qui est en mouvement, le processus, et ce qui est ensuite figé, mais aussi entre la morphogénèse, c'est-à-dire à partir d'une forme, qu'est-ce qui a permis l'apparition de cette forme. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais proposé un sujet sur les fossiles au tout début. Comme l'a souligné Véronique tout à l'heure, le fossile étant pour moi une image de quelque chose qui est à la fois figé, mais qui a été généré par du mouvement, de la vie, etc. Donc cette question de morphogénèse, je l'ai abordée un peu de différentes façons. Il y a une manière de faire que j'ai trouvée intéressante et que je vais peut-être vous montrer dans un instant. À un moment, je voyais mes œuvres presque comme des petits embryons. Vous voyez au début, la toile est posée à l'horizontale, vous versez de la peinture, en général au centre. Vous avez une grande flaque, c'est parfaitement rond d'ailleurs au début. Voilà, c'est ce qu'on a juste là. C'est quelque chose qui est parfaitement rond. Et puis cette flaque de peinture parfaitement ronde, au fur et à mesure que je vais pencher la toile, elle va se déformer. Donc au début, vous avez une sorte d'ovale, puis c'est plutôt une ellipse, puis ça va prendre des formes de plus en plus embrouillées. C'est d'ailleurs très drôle d'observer justement ce phénomène un peu de fractal qui va naître sur les bords. C'est que plus vous bougez, et plus tout ça est embrouillé, et plus il y a de fractales et de détails qui apparaissent à l'intérieur de cette forme qui est très régulière à la base. Cette idée de la flaque ronde, ce qui m'a intéressé, c'est que j'y voyais l'image d'un embryon, c'est-à-dire que ce que vous avez parfois sur quelques centimètres, où vous voyez déjà quelques formes qui se dessinent, vous pouvez quasiment en déduire que c'est ça que vous allez avoir en 2 mètres sur 3 ou en 1 mètre sur 2, une fois que tout ça, ça se sera finalement étendu. Et donc il y avait quelque chose qui était de l'ordre presque de la croissance biologique, où vous voyez déjà en petit ce qui va devenir ensuite les formes à grande échelle déployées sur le tableau, à tel point que parfois je reviens travailler à toute petite échelle avant même que la peinture ne s'étale. Je vois déjà sur une échelle de quelques centimètres qu'il manque un petit quelque chose, qu'il y a une couleur à rajouter, qu'il faut rajouter ceci ou cela, avant qu'ensuite tout ça soit déployé. Et ce que vous avez ici comme illustration, c'était justement cette idée du déploiement presque embryonnaire. Alors j'étais, à l'époque où j'ai peint ça, très inspiré par les planches, les dessins qu'on trouve dans tous les manuels de biologie. Je pense par exemple à ceux de Ernst Haeckel, mais il y en a évidemment d'autres. Tous ces dessins de biologie qui vont montrer comme ça différentes formations. Là, on est vraiment dans la morphogénèse pure. Comment des formes grandissent, se développent, etc. Ça a d'ailleurs passionné les scientifiques pendant des siècles, cette histoire-là, avec des mouvements de balancier entre hasard et contrainte. Cette image-là m'inspire au plus haut point. Je vais vous dire pourquoi, mais déjà même encore dans la science d'aujourd'hui, ce mouvement de balancier, il existe. Et moi, quand j'ai fait mes études, et quand tu as fait tes études, on nous racontait qu'un développement embryonnaire, une morphogénèse, elle était programmée dans un génome. On en est revenu depuis. Le revirement est assez récent, il a moins de 20 ans. On accepte aujourd'hui cette idée que le développement embryonnaire, ça puisse être une aventure, en fait. Il y a de la place pour des accidents. Alors, le génome, il ne sert pas à rien, il lance des impulsions. Mais quand vous dites impulsion, vous ne dites pas programme, vous dites juste impulsion. C'est-à-dire que vous ne contrôlez pas nécessairement la cascade des événements qui vont s'en suivre. Alors que la notion de programme, c'est très différent. La notion de programme génétique,
On a clos l'avenir, on l'a encapsulé, on l'a prédéterminé d'une manière, comment dire, inéluctable. Et donc, le programme, c'est pas une notion biologique, c'est une notion qui vient de la science du contrôle, ça vient de la cybernétique. Et donc, aujourd'hui, les biologistes ont tourné le dos au programme. Il y a des impulsions, il y a des régularités, mais justement, quand je dis des régularités, je dis bien que les choses ne sont pas identiques, jamais. Et rappelons-nous simplement que l'observation à grande échelle nous le rappelle. Vous prenez une ponte de truite ou une ponte de carpe et vous laissez une ponte de... Vous savez, ce qui est bien avec les poissons osseux, c'est qu'on a beaucoup d'œufs en fait. Donc vous avez tout de suite des milliers, voire des dizaines de milliers d'œufs et vous laissez tous ces œufs se développer dans un aquarium bien oxygéné. Et tous ces œufs sont à l'abri de la prédation et vous regardez ce qui se passe. Selon les espèces, entre 25% et 33%, jusqu'à un tiers des développements donnent des alevins qui ne sont pas viables. Ça vous donne l'image d'un développement qui est une aventure. Un tiers des développements qui ne mènent même pas un adulte qui sera capable de vivre. Et donc, le développement, la morphogénèse, ça n'est pas un programme, c'est véritablement une aventure. Et ça, évidemment, on accepte de le revoir aujourd'hui, mais ça avait déjà été dit à la charnière XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et quand je regarde ces figures, je peux me reposer la question du XVIIe siècle. Est-ce que l'état final adulte est déjà préformé dans l'état initial ? C'est ce qu'on appelait la préformation à l'époque. Il y avait des naturalistes qui étaient préformationnistes, c'est-à-dire qu'ils pensaient que dans les gamètes, puisque les microscopes venaient tout juste d'être inventés, fin XVIIe siècle, on pensait que dans les gamètes, il y avait un bébé tout formé, et que le développement, la morphogénèse, c'était simplement le déploiement de quelque chose qui était contenu en germe. C'est un peu ce qu'on nous a appris avec le programme génétique. Quand vous lisez les textes des années 60, quand vous lisez notamment Monod en 1970, La logique du vivant, l'ADN est comparé comme une bande magnétique qui contient sur lequel il y a déjà inscrit la totalité du déploiement de votre vie biologique. Et donc, dans les années 60 et jusqu'au début des années 70, le programme, c'était pas de la rigolade, c'était quasiment une pensée préformationniste. Alors, au XVIIe siècle, on avait les préformationnistes d'un côté, et puis il y avait en face le camp opposé, c'était le camp des accidentalistes, ceux qui voulaient bien accepter qu'il puisse y avoir un peu de contingence dans un développement. Les accidentalistes rendaient compte du fait que de temps en temps, il naissait des individus, alors on appelait ça monstrueux à l'époque, c'est péjoratif bien sûr, mais des développements, qui sortent de la norme en quelque sorte. Il y avait des bébés qui naissaient avec un seul œil de cyclope, il y en avait qui naissaient avec 2 têtes, il y en avait qui naissaient avec 6 doigts, enfin voilà. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Quand une malformation se présentait, elle naissait, quoi, et elle était manifeste. Et donc les accidentalistes reprochaient aux préformationnistes de ne pas expliquer les monstres, car les préformationnistes pensaient que, rappelez-vous, ce petit bébé là qu'on appelait l'homoncule dans la tête du spermatozoïde, qui avait été dessiné à l'époque, il portait lui-même ce bébé des spermatozoïdes, dans lequel il y avait des bébés, dans lesquels il y avait des spermatozoïdes, dans lesquels il y avait des bébés, où est-ce que je veux dire? Et donc, en fait, les préformationnistes étaient très en vue avec l'Église de l'époque, c'est que leur théorie prévoyait que Adam tenait dans ses testicules la totalité de l'humanité à venir, puisque tous les bébés étaient déjà préformés dans les spermatozoïdes, vous voyez. Ça, c'était le camp des spermatistes. Mais en face, il y avait le camp des ovistes, qui pensaient que le bébé était préformé dans les ovules, et que le rôle de la femme était de nourrir ce bébé, mais que l'homme, lui, apportait le souffle divin. La femme, elle a toujours eu le mauvais rôle, parce que chez les spermatistes, elle était juste une matrice nourricière, et puis chez les ovistes, elle était, elle aussi, toujours une matrice nourricière, mais le spermatozoïde apportant le souffle divin. Bref. Et donc il y avait 3 camps en fait. Il y avait 3 camps, et vous voyez que dans ce dialogue qui a perduré jusqu'au
jusqu'au milieu du XVIIIe, voire même jusqu'au dernier tiers du XVIIIe. Finalement, ces postures, ce sont des postures qui, d'un côté, donnent tout le jeu à la contrainte, si on est préformationniste, ou alors tout le jeu au hasard, si on est accidentaliste. Et donc, cette morphogénèse, cette genèse de la forme, vous allez me dire, dans le cas qu'on vient de voir là, j'espère que vous avez quand même envie de dire, tout ce que vous avez vu dans l'image de gauche n'est pas préformé dans l'image de droite. Tout dépend de l'échelle à laquelle vous vous situez, et que, évidemment, le monde réel est un duo, est le fruit d'un duo entre ce hasard et cette contrainte. Alors, je voudrais peut-être pour conclure, parce que je vois que l'heure file, te poser une dernière question. Oui. En fait, c'est un sujet qui revient régulièrement, qui avait été d'ailleurs très bien formulé à une époque dans une exposition, et sur lequel j'aimerais t'interroger. C'est la question de l'analogie ou de la simulation. À un moment, on me disait, mais finalement, toutes ces œuvres, ce sont presque comme de petites simulations d'éléments de la nature, peut-être de désert, voilà. Peut-être que sur une autre planète, avec d'autres facteurs et contraintes physiques, il aurait pu naître un désert qui ressemble à celui-ci. Peut-être que finalement, toutes ces œuvres peuvent être considérées, sous un regard scientifique, comme des analogies alors, soit des déserts, mais on peut évidemment prendre ça aussi sous l'angle biologique, en tout cas de phénomènes naturels existants. Ça résumerait d'ailleurs ce que me disent beaucoup de gens. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans toutes mes expositions, quel qu'en soit le sujet, et y compris parfois sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec la nature. C'est systématique, on ne me parle que de géologie, de paysages, de ressemblances avec des branches de corail, des coquillages, des coupes de marbre, etc. Et c'est finalement un sujet qui m'a énormément, qui m'a interrogé, le fait que ces sujets, ces thématiques reviennent de façon systématique, que je ne le souhaite ou que je le souhaite. Systématiquement, il y a cette espèce de thématique qui a l'air de se pousser du col et qui apparaît dans mes œuvres. Est-ce que tu penses que cette pensée analogique, elle est valable, et qu'est-ce qu'elle veut dire sous l'angle scientifique ? Elle est valable comme un formidable levier dans le contexte art-science. C'est-à-dire que l'analogie est une superposition d'images, et peut-être que des publics qui ne seraient pas venus spontanément vers une explication scientifique ex cathedra du rapport entre hasard et contrainte dans le vivant ou dans le désert, ils n'y seraient pas venus d'eux-mêmes. Ils seront passés peut-être par la case analogique de l'œuvre d'art, qui est finalement un formidable catalyseur. Et donc le dialogue art-science, s'il sert quelque chose en science, déjà, ça commence par là, c'est-à-dire catalyser une envie chez un public qui ne serait peut-être pas spontanément venu vers la science et qui sera passé par la superposition d'images que l'art permet de faire. Et puis chez le scientifique, l'analogie, elle fonctionne aussi quelque part comme source d'inspiration. Alors, vous avez tous entendu certainement le fait qu'une analogie n'a jamais été une explication, et c'est vrai. Une analogie n'a jamais été une démonstration, c'est une superposition d'images. Néanmoins, elle intervient en science, non pas en tant que démonstration, mais elle intervient en tant que processus inspirateur. C'est-à-dire que le scientifique, quand il a des idées au démarrage dans son coin, il n'a pas encore tenté de confronter ses idées à ses pairs, il est simplement en train d'élaborer quelque chose. Eh bien, il y a toutes sortes de processus psychologiques qui se passent dans une tête de scientifique, y compris il y a des témoignages qui sont publiés là-dessus, il y a des processus analogiques qui se mettent en place. Ceci m'a fait penser à cela. Darwin, à un moment, parle d'économie de la nature. Il y a eu une analogie entre les rapports économiques et les services que les espèces se rendent dans les écosystèmes. Darwin dit lui-même que la sélection naturelle, c'est une analogie par rapport à la sélection artificielle, c'est-à-dire que voyant ce que les humains, horticulteurs et éleveurs savent faire sur des espèces actuelles, comment ils peuvent les modifier, eh bien, par analogie, il invente la formule sélection naturelle parce qu'il pense il a l'intuition et il va le démontrer qu'il y a des processus dans le monde réel qui agissent. Ils ne sont pas volontaires, ces processus, bien sûr, ils sont dépourvus de volonté, mais le résultat,
c'est comme s'il y avait eu un horticulteur ou un éleveur, en quelque sorte. Donc, et cette première idée qu'il a eue, après il l'a confrontée à ses pairs. Bon, elle sera validée beaucoup plus tard, peu importe, mais c'est vous dire à quel point l'analogie donc est une source d'inspiration pour des scientifiques individuels avant le passage au stade de la validation collective. Et évidemment, rien ne vaudra avant ce stade, hein, bien sûr, du passage de la validation collective qui fait que les connaissances sont partageables. Voilà. Donc oui, l'analogie, elle est féconde à ces deux titres. D'abord comme levier pour ramener du public vers Ars Science, et puis aussi comme inspiration pour le scientifique individuel. Et j'ajouterais pour conclure, elle est très féconde aussi dans le champ pictural. J'y vois en tout cas moi une forme de réponse à la grande question que se posent tous les peintres. C'est en train de virer à l'obsession, hein, dans le milieu artistique. Vous savez, depuis les années 50, on a différencié l'abstraction de la figuration comme deux grandes catégories de création, surtout en peinture que ça se passe. Supposément très hermétique, sauf qu'on se rend compte de plus en plus, et en particulier depuis les années 2000, que ces deux catégories n'en sont pas vraiment, ou en tout cas que la séparation entre les deux est beaucoup plus poreuse qu'on ne l'imaginait. Alors ça donne lieu à énormément de débats plus ou moins éclairés sur est-ce que c'est figuratif, est-ce que c'est abstrait. Évidemment, de plus en plus d'artistes s'amusent à jouer justement pile sur la limite. C'est peut-être d'ailleurs un tout petit peu mon cas, vous voyez, on me qualifie d'abstrait, mais en réalité, l'exposition parle des déserts et on peut tout à fait y reconnaître des déserts, comme quoi il y a peut-être beaucoup d'abstraction dans le monde figuratif et vice-versa. Finalement, j'ai l'impression que cette notion d'analogie, c'est peut-être une façon à la fois simple et juste de répondre à ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être de la peinture figurative et de la peinture abstraite, mais il y a surtout de la peinture analogique, et c'est peut-être ce qui explique qu'elle stimule autant l'imaginaire, qu'elle ressemble, qu'elle nous fait penser à, puisque je pense que c'est peut-être ce qui s'active le plus face à mes œuvres, c'est ça me fait penser à. Et c'est là que la démarche picturale commence. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais ajouter encore quelque chose, Guillaume, ou sinon... Merci à vous. C'est le temps des questions. Donc, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur tel ou tel point qui a été abordé pendant cet échange, ou partager peut-être aussi voilà, une émotion quand vous avez pu découvrir ces œuvres. Voilà, la parole est à vous. Oui, j'ai une remarque et une question. La remarque, vous parlez très très bien de votre œuvre. Ça me rappelle Soulages qui avait des interviews absolument extraordinaires sur ces toiles qui sont pour le néophyte que je suis du noir. Et on arrive à en parler magnifiquement. La question c'est... on parle d'art-science. On pourrait parler de science-art aussi. Est-ce que art-science, c'est simplement parce que A, c'est la première lettre de l'alphabet? Est-ce que la science ou l'art se classifie? Je pense pas que l'idée soit de l'ordre de la classification. L'idée, c'est vraiment le rapprochement entre deux disciplines et qu'est-ce qui se passe à l'intersection des deux, ou dans le rapport. Et c'est justement, pour moi, la nature de cette relation qui est plus intéressante que la hiérarchie entre les deux. Est-ce que ces deux disciplines qui évoluent côte à côte et qui se regardent, est-ce qu'elles se croisent véritablement? Est-ce qu'elles se rapprochent? Est-ce que c'est quelque chose d'autre qui apparaît entre les deux? J'ai l'impression que c'est là que la question se pose vraiment et pas nécessairement dans une classification entre les deux. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais meubler. Il y a une main qui s'est levée là-bas. Non, je ne vais pas meubler, allez-y. Non, je préfère que vous ayez le micro, parce que moi je suis sourd comme un pot. Alors, Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Oui. Vous avez parlé de différents concepts, du hasard, de la contrainte, aussi de l'analogie. Et je voulais savoir, que ce soit pour la partie scientifique ou pour la partie artistique de Silver, à quel moment la spiritualité, elle apparaît, que ce soit dans la science ou chez toi, Silver?
Est-ce que c'est avant que l'œuvre apparaisse ou est-ce que c'est après? Donc voilà, c'était ça ma question. Alors, je vais déjà répondre pour le scientifique. Clairement, pour le scientifique, si elle intervient, c'est très précoce, c'est au stade individuel. C'est-à-dire qu'un scientifique, en tant qu'individu situé dans son contexte culturel, politique, économique, il est forcément quelque part. Donc il peut avoir des inspirations qui relèvent de sa spiritualité. Mais quand il écrira le compte-rendu de son expérience, il n'en fera pas mention. Parce que ce n'est pas directement partageable par ses pairs PAIRS. Hein. C'est les professionnels qui vont évaluer son travail, hein, pour le coup. Et donc, si spiritualité il y a, elle est à l'échelle individuelle et très, très en amont. C'est pas requis, hein, c'est pas nécessaire, bien sûr, mais ça peut se produire, faut le penser comme ça. Et à l'échelle collective, on n'en fera pas mention, parce que ce qui est évalué en science, c'est le processus de démonstration. C'est pas Après tout, on se moque des intuitions qu'ont eu Pierre-Paul ou Jacques. Ce qu'on attend d'un bon papier de science, c'est que le protocole, enfin, ou la démarche qui est relatée soit reproductible. Voilà, et donc à l'échelle collective, ça n'intervient pas. Et j'ajouterais donc peut-être sur ce plan, enfin, tout ce qui est dit, effectivement, ça me parle beaucoup, mais il y a peut-être quelque chose plus que de la spiritualité de l'être au monde qui s'interroge dans un travail d'atelier. Le rapport qu'on va avoir avec la toile, c'est étonnant de constater à quel point il va faire écho avec le rapport qu'on va avoir dans le reste de sa vie avec le monde qui nous entoure. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, justement, la thématique des déserts est particulièrement signifiante et c'est certainement ce qui m'a d'ailleurs poussé à me saisir de ce sujet lorsqu'il est apparu dans ce projet avec le muséum. C'est-à-dire que finalement, me retrouver face à l'œuvre, seul à l'atelier, pour moi, va être quelque chose qui va être très proche de l'expérience, par exemple, d'une marche solitaire dans le désert. C'est-à-dire de se sentir soit entouré de quelque chose avec lequel on va interagir, dans lequel on sait qu'on a éventuellement parfois prise, mais dans lequel on est aussi parfois complètement soumis, et d'interroger finalement cette relation dans laquelle on va avoir envie de se fondre, dans laquelle on va avoir envie de faire corps avec cet environnement. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une marche dans le désert, c'est peut-être quelque chose de particulièrement spirituel, et c'est certainement pas pour rien si la plupart de nos grands textes spirituels fondateurs ont lieu dans le désert, pas que les textes religieux d'ailleurs, hein, Le Petit Prince, ça se passe dans le désert. Enfin, il y a beaucoup de grands récits collectifs et très collectivement partagés qui se passent dans le désert. Dans tous ces récits-là, le désert n'est jamais neutre. Et il est évident que si ça se passait dans une campagne en Normandie, ça n'aurait pas la même signification. Ça en aurait peut-être une autre, je ne sais pas. Donc il y a évidemment pour moi quelque chose de l'ordre du spirituel dans le désert. Et curieusement, cette spiritualité qu'on peut trouver dans le désert, j'ai tendance à la retrouver à l'atelier, quoique sous une forme évidemment différente, puisque je ne peins pas dans le Sahara, mais à Vitry-sur-Seine. Voilà. Peut-être dans les références, en attendant d'autres questions, je pensais à Roger Caillois, auquel tu fais référence. Et puis je me permets une petite annonce. Le 1er décembre, on aura la chance d'avoir François Farge qui nous fera en partage des dernières découvertes de textes de Roger Caillois. Donc voilà, je me permets cette petite allusion et je pense notamment à ces paésines dont tu as emprunté le nom pour quelques toiles et vraiment voilà, saluer cette poésie que tu nous partages. Et puisque Pierre Soulages a été cité, et lorsque nous avons préparé, je vous avais partagé une mauvaise citation et j'ai retrouvé celle que je voulais vous partager, qui est « Si ma peinture ne rencontre pas l'anecdote figurative, elle le doit, je crois, à l'importance qui y est donnée au rythme, à ce battement des formes dans l'espace, à cette découpe de l'espace par le temps. » Voilà, je voulais vous la partager. Je ne sais pas si vous voulez la commenter. Et peut-être qu'entre-temps, il y a d'autres questions. La parole est à vous. La découpe de l'espace par le temps, c'est fort, ça. Oui. Peut-être qu'il y a matière à rebondir si ça vous résonne aussi pour vous. Voilà,
C'est peut-être l'occasion de, effectivement. C'est très difficile de commenter après Pierre Soulages, hein, vous savez, mais, mais effectivement, en tout cas, dans cette idée du rythme, enfin, c'est peut-être de l'ordre de l'anecdote ou en tout cas de l'aparté, mais c'est pas forcément quelque chose qui est très, très su ou très évident, mais la peinture est quelque chose d'extrêmement rythmé. On a peut-être l'impression de quelque chose qui est stable ou qui est lent ou qui est immobile. En réalité, alors peut-être en particulier dans ma façon de procéder, parce qu'elle est très liée au mouvement, à la danse et à mon passé de danseur, mais je suis certain qu'en réalité c'est le cas dans tous les ateliers d'artistes. Il y a quelque chose de l'ordre du rythme qui se passe, parce qu'il y a des mouvements qui ont lieu, que certains de ces mouvements ont une certaine vitesse propre. Il y a certains types de motifs que vous ne pouvez obtenir que de manière extrêmement saccadée, extrêmement brève. Il y a certains types de motifs, au contraire, qui ne pourront apparaître qu'au bout d'une heure en étirant la peinture très lentement. Il est inutile de chercher à accélérer ce type de processus, ça ne fonctionne pas. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du processus, dans tout ce que ça implique. Il y a un processus, c'est par définition quelque chose qui s'étale dans le temps, plus ou moins bref, plus ou moins long. Et donc effectivement, cette notion du rythme, au-delà même de la question ou de l'image de la danse qui peut être plaquée sur mon travail, où il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'espace corporel, etc. C'est quelque chose qui est très rythmé, la peinture. Voilà, donc, pour rebondir à ma manière sur ce que dit Pierre Soulages. Vous voyez qu'il danse il danse avec la peinture. Non, mais tu peins en dansant en fait. Mais ce que tu viens d'expliquer là. En réalité, peut-être plus. Alors, il y a évidemment cette idée de danser avec le tableau, mais j'irai même plus loin. Et en réalité, je pense danser avec le hasard. C'est-à-dire, et c'est pas seulement pour boucler pour le sujet, c'est d'ailleurs, j'avais déjà parlé de ce sujet précédemment, parce que, en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup interrogé la relation que j'entretiens avec ce hasard qui se manifeste. Est-ce que je cherche à le combattre et à maîtriser au maximum tout ce qui se passe sur le tableau? Est-ce qu'au contraire, je laisse faire complètement en me disant, allez hop, c'est le hasard qui fait, je me pose pas de questions? En réalité, c'est plutôt entre les deux qu'il va se passer quelque chose. Et je pense que ce qui est intéressant en tant qu'artiste, c'est vraiment d'interroger par exemple, quels sont les champs que je vais délibérément laisser au hasard? Et les champs, alors quand je dis les champs, c'est par exemple la composition, les couleurs, la texture, ce genre d'éléments que j'interroge avant de me mettre à peindre. Je pense que là où on peut vraiment par exemple, créer de la nouveauté dans la peinture abstraite, où il y a déjà beaucoup d'artistes qui ont fait beaucoup de choses, c'est en jouant sur ces paramètres-là. Donc se dire par exemple, et ça on n'y pense pas toujours, les couleurs, c'est quelque chose qui peut être complètement hasardeux. Alors on a l'impression que non, on se dit bah non, tu fais tes palettes avant, tu as tes pots de peinture avec tes couleurs, donc tu les as choisis. Et ben en réalité pas du tout, parce que dans la façon dont ces couleurs vont se mélanger, ou au contraire ne pas se mélanger les unes sur les autres, quelle est celle qui va surnager et recouvrir l'autre? Parfois vous mettez deux couleurs sur la toile, mais il en reste qu'une. Il y en a une qui s'est enfouie et qu'on voit plus, il y en a une qui est au-dessus. Donc il y a énormément de hasard, y compris parfois dans des champs où on ne l'imagine pas, où on ne pense pas spontanément que le hasard peut s'exprimer. Et je pense que là où il y a vraiment un travail artistique à mener, c'est justement décider qu'est-ce que je laisse à qui au hasard, en me disant ça, je ne m'en occupe pas, je laisse faire le hasard. Et à quel endroit, au contraire, je vais vraiment exprimer ma volonté d'artiste à travers une maîtrise, c'est-à-dire un processus que je connais, dont je connais les paramètres et sur lequel je vais être plus intransigeant. Et donc c'est pour ça que je parle de danser avec le hasard, au-delà de la jolie tournure, c'est parce qu'il y a vraiment cette idée, comme quand on danse avec une partenaire, à la fois je guide, mais en même temps je m'adapte un petit peu, j'oriente, mais je prends en compte ce qui se passe, etc. Et cette espèce de relation du corps à corps, pour moi, elle exprime vraiment ça. Et moi j'ai une question spontanée, c'est que quand on regarde ton travail, on se dit, mais est-ce qu'il utilise finalement un instrument? Alors, tu n'as peut-être pas été jusqu'au bout, on voit bien que tu vas jouer avec la pesanteur, la densité, la quantité, mais est-ce que tu rajoutes quand même quelques... Est-ce que tu frottes avec je sais pas moi, un pinceau, une brosse, quelque chose Oui, alors c'est vraiment un processus en deux temps, et effectivement, surtout en fin de création, je vais avoir une façon de peindre qui est peut-être plus proche de l'image qu'on a tous du peintre. J'ai des pinceaux, une palette, etc. Quelque chose de peut-être plus évident. C'est ça? Tu dirais que tu retouches ou... L'idée, c'est vraiment d'abord d'ouvrir le champ des possibles, puis ensuite de le refermer vers une œuvre plus aboutie. Donc, en premier lieu, je vais laisser s'exprimer le hasard, donc de grands mouvements, de grands aplats, de très grandes quantités de peinture. Il y en a évidemment beaucoup au sol, tout ça va à une vitesse folle. Parfois, en quelques secondes, vous avez tout qui bouge, etc. Là, évidemment, c'est une grande part de hasard et très peu de maîtrise. J'essaye un petit peu. Et puis, une fois que ça a séché, il va y avoir un travail un petit peu plus fin de retouche, ajouter quelque chose à un endroit, effacer à un autre, etc. Et donc, finalement, à partir d'une proposition du hasard, comme je le disais, il ne s'agit pas seulement de se dire « je laisse faire le hasard » et voilà. C'est « je laisse faire le hasard » et ensuite,
qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est vraiment pour moi un processus de création en 2 temps. C'est là, à mon avis, que ça devient intéressant. Alors là, je chope ce que tu viens de dire au passage, parce que ça me permet de faire de la pub. Je laisse le hasard faire, et après, qu'est-ce que j'en fais ou qu'est-ce que j'en ne fais pas? Dans le petit traité d'anatomie superflue, je vous explique 40 organes du corps humain qui ne servent à rien. Et justement, c'est les hasards de l'évolution qui font que on n'en fait plus rien, quoi, justement. C'est pas qu'est-ce que j'en fais, c'est qu'est-ce que j'en fais plus. Seule cette contingence dont j'ai parlé dans l'histoire du vivant explique pourquoi vous avez des organes dont vous ne vous servez pas, mais je vous laisse découvrir le travail. Tu voulais finir par ça. Ouais. Effectivement, pour prolonger cette rencontre, on vous invite évidemment à redécouvrir l'exposition des airs. Peut-être que vous allez la découvrir avec un nouvel œil. Et puis, pour prolonger, donc il y a le catalogue de l'exposition. Vous avez en référence les quelques ouvrages de nos 2 intervenants que je vous propose d'applaudir très chaleureusement ce soir.